Bonjour et bonsoir en ce mercredi soir. Broadcast Time, c'est le rendez-vous des web TV, du broadcast, du monde de la production audio-vidéo. Beaucoup d'actu encore cette semaine, on va en parler comme tous les mercredis avec nos amis que je vous présente ou représente, à commencer par Fabrice Arad. Salut Fabrice. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, bonne semaine, on sent que Nav approche. Ah oui, il y a beaucoup de choses, et ça bouge partout, il y a des tas de choses à dire et à voir. Et on va en parler pendant une demi-heure ensemble comme toutes les semaines. Et puis alors, il n'est pas avec nous physiquement pour une fois, et pour cause, il était un peu occupé aujourd'hui, mais il est quand même avec nous aujourd'hui en duplex. C'est Stéphane Faudeux, le patron de MediaQuest. Salut Stéphane. Bonjour à vous deux. Ravi de te retrouver. Merci d'avoir fait une place pour nous dans ton emploi du temps de ministre. Alors, on va commencer par parler de ce salon national, salon britannique, mais qui commence à jouer son petit rôle dans le calendrier. C'est BVE. Stéphane, tu peux nous dire un petit peu quel est ce salon, quelle est son importance ? Le BVE, c'est en fait un salon qui est assez ancien, mais qui a été en perte de vitesse il y a quelques années, et qui depuis 2 ans revient sur le devant de la scène. En fait, il y a même 2 BVE. Il y a un BVE, celui qui se déroule dans quelques jours, et puis un BVE North England ou North London, je ne sais plus exactement son terme, qui est un peu plus tard au courant de l'année. Si on veut faire un équivalent, c'est un peu comme notre Satis en France, c'est-à-dire c'est un salon qui est très local. J'allais le dire. Qui est très local, mais malgré tout, il y a des exposants internationaux. Donc, en termes de superficie, je pense qu'on doit être proche, peut-être un peu plus grand qu'un Satis, mais on voit, c'est vrai qu'on a beaucoup d'annonces presse. Donc, ça veut dire que les exposants jouent le jeu, les constructeurs jouent le jeu, et donc sont présents. Mais pour l'instant, c'est vraiment le marché anglais, britannique qui est visé. C'est les prestataires locaux et les marques. Blackmagic joue beaucoup puisqu'ils sont bien implantés là-bas, donc ils essayent de récupérer tout ce qui va être autour, et d'autres marques. Mais on reste sur des salons typiquement nationaux. Donc l'actualité de la semaine, c'est donc BVE Expo à Londres. Ça se passe à l'Excel, qui est une sorte de... c'est quoi ? C'est le... à quoi on peut comparer c'est entre le Palais des Congrès et la c'est un peu le CNIT, ce qu'aurait pu être le CNIT, quoi. C'est une salle qui est assez récente, malgré tout. Et c'est un mini parc des expos, quoi. Il n'y a pas de gros parc à Londres. C'est pas comme le Rail à Amsterdam ou la Porte de Versailles, quoi. C'est des lieux qui sont un peu plus petits ou certains un peu plus anciens. Mais voilà. Alors, les annonces, on va entrer dans le vif du sujet. On va commencer par Teradek. Et là, je me tourne vers toi, Fabrice, que c'est une marque qu'on suit avec beaucoup d'attention tous les deux. Et Teradek, qui continue de nous proposer des produits vraiment intéressants. Là, il y a une surprise parce que personne ne les attendait là. Ils nous annoncent 2 choses. D'abord, un produit qui est un dérivé d'un produit existant, c'est le VDU en VDU Mini, ce qui va permettre d'avoir en fait un encodeur plus simple encore, parce qu'on le pilote depuis un iPad ou un iPhone. On fait c'est ce petit boîtier qu'on voit sur la caméra. On rentre en mini HDMI et après ça stream en 3G via ton iPhone ou ton iPad, ou en Wi-Fi via ton encodeur, ton stream. Et derrière, ils ont poussé à une autre annonce, puisque là on va pouvoir maintenant tourner avec des petits boîtiers encore plus légers qu'ils annoncent relativement assez performants, 3 heures d'autonomie, donc ça serait comme intéressant de ce côté-là. Et ils nous annoncent dans la foulée, ils disent allez les gars, vous pouvez maintenant faire encore mieux, vous savez streamer des images avec n'importe quelle petite caméra, et maintenant vous allez pouvoir les mélanger, ces images. Et ils nous annoncent avec une belle fanfare, de la belle musique, ils nous annoncent une application sur iPad. Et là, on change de domaine. C'est-à-dire que maintenant, ils nous disent, vous voulez faire de la multicaméra, du stream en live avec un iPad, nous on sait faire.
Ça s'appelle Live Air. Et alors c'est pour l'instant qu'une annonce, hein, puisqu'on n'a pas plus d'informations que la vidéo et ce qui est mis pour l'instant. On peut pas télécharger l'application, elle n'est pas encore disponible, mais intéressant puisqu'on se retrouve avec une solution bas coût, puisque le boîtier il est à $500 à peu près pour le stream. 599, je crois. 499. 499. J'ai à peu près. Il faut toujours le $1 de moins, un euro de moins pour passer en dessous de la barre fatidique. Et là, ils nous disent, bah voilà, vous allez avoir un set assez léger, parce que ce boîtier-là va pouvoir se mettre sur n'importe quelle caméra. Et là, on pense aux plus petites, parce qu'on parlait d'une caméra normale, mais en mini HDMI, on part encore plus petit. Donc de boîtiers ultra légers, portables, pour filmer n'importe où. Concurrence avec d'autres applications, comme le Wirecast avec son application et autres. On se retrouve avec aujourd'hui un panel intéressant de soft pour faire du stream et pour faire de la multicaméra. Le rêve de tout le monde, de faire plusieurs images et mélanger. Ouais, Stéphane, c'est vraiment une des grosses tendances, hein, c'est de pouvoir faire de la vidéo en live de manière hyper légère de n'importe où, évidemment en HD minimum, quoi. Oui, bien sûr. En fait, il y a des produits qui existent chez les professionnels. Teradek a bien sûr des produits pro. On pense aussi à AViWest, à LiveView. Enfin, il y a pas mal de choses. Hein. On en avait déjà dit un mot. Aujourd'hui, les chaînes n'ont plus du tout de problématiques. Je dirais à se dire, il faut des matériels qui soient très très chers. Voilà, ils peuvent filmer avec leur iPhone, leur iPad ou je dirais agréger ce type de streamer sur leur lieu de prise de vue. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la rapidité, quoi. Donc l'accès à l'information le plus vite possible. Ouais, on en parlait ce midi, Fabrice, avant de faire l'émission. On envisageait les solutions les plus légères pour faire du live en multicam. Bon, on n'est pas encore, on va dire, à la simplicité basique juste d'un iPad et de 3 ou 4 caméras, mais on y est presque. Bah, là, ça sera testé, mais on y est, puisque si sur ton iPad, tu as tes flux qui arrivent et puis la démonstration est faite sur la... Flux sans fil, hein, donc. Hein. Ouais, oui, on est... alors après, le risque qui va être maintenant... Enfin, le risque, la complication, c'est maintenant la maîtrise du flux entre la caméra ou le boîtier et l'iPad qui va recevoir les différents... Parce qu'il va falloir quand même d'abord que ton réseau fonctionne, et tout le monde sait qu'à un moment ou à un autre, le Wi-Fi dans une salle X ou Y, bah, c'est comme par hasard, quand vous êtes tourné de dos, que vous avez plus l'accès à Wi-Fi, vous savez pas pourquoi, et voilà, ça reste les éléments qu'on maîtrise pas, mais on y est. C'est-à-dire que de l'ultra léger pour faire un reportage quelque part en multicaméra, bah, c'est donné. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va donner en termes de résultats? Parce que c'est toujours pareil, on en parle, il faut que le flux soit correct, il faut que l'image soit pas partir dans tous les sens avec des gros carrés, des gros pavés. À voir, mais tout le monde vient et là ils nous font un appel du pied en disant maintenant montrez-nous ce que vous pouvez faire avec. Alors quand on parle de vidéos légères, de vidéos HD et de plus en plus de captation, bah on peut penser aussi à GoPro et GoPro justement profite de cette semaine pour annoncer un partenariat avec Vislink. Avec Vislink, alors peut-être que c'est Stéphane qui peut nous en parler le mieux. Tu connais cette boîte, Stéphane? Oui, je la connais parce que c'est une boîte qui vient de l'univers broadcast. Après, par contre, j'ai pas vu ce qu'ils proposaient. Enfin, c'est toujours le même genre de techno. Hein. Oui, mais c'est exactement ça. Ils ont un partenariat entre les deux marques pour développer un dispositif de wireless, donc de système sans fil, de transmission de l'image HD des GoPro. Donc c'est un vrai partenariat, c'est-à-dire qu'ils disent voilà, vous voulez apprendre ce qu'on va faire. Ils l'ont testé. Ils ont testé un développement en mois de janvier. Et là, ils disent, nous sommes en train de travailler sur un produit qui va sortir, qui permettra de faire du live broadcast, et ils utilisent bien le mot, et c'est pas anodin, pour dire, voilà, vous pourrez faire avec des GoPro 4 minimum, on oublie les autres, on est en GoPro 4, vous pourrez faire du multicaméra, parce que c'est aussi l'objectif, et l'utilisation de flux HD depuis les GoPro pour faire une réalisation broadcast. Alors on s'entend, broadcast, ils ont fait l'essai là à 16 caméras HD GoPro qui étaient équipées pour faire les X-Games de janvier. 16 caméras en simultané. Exactement. Sur le donc site. après, voilà, donc on en revient à Vislink savent très bien faire ça, parce qu'ils font de la Formule 1, ils font de l'image embarquée dans des conditions difficiles, mais avec des gros boîtiers. Au point de départ, quand on connaît Vislink, c'est du matériel professionnel tel qu'on l'entend, c'est-à-dire gros boîtier et gros budget.
qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Est-ce qu'ils vont simplement miniaturiser, améliorer le système? Possible, à suivre. Voilà, question de Stéphane qui voulait quand même que tu lui confirmes. Fabrice, on était sans fil sur les X-Games. Oui. Voilà, sans fil. D'accord. 16 caméras c'est sans vrai fil. que Whistling, c'est une des premières sociétés présentes sur le marché de la HF. Ils y travaillent sur la HF depuis de nombreuses années. Ouais. Si on compare d'ailleurs Whistling à GoPro qui fait un tout petit produit, Whistling, on va dire, a une stature depuis beaucoup plus longtemps que oui. GoPro. Ah bah c'est géant avec un nouveau. Sûr. GoPro, c'est juste un capteur. Ah oui, c'est ça. Donc, je voulais pas le dire, mais... non, c'est à qui profite le crime, comme on dirait. C'est à qui va profiter le plus ce partenariat à voir. Ouais. Entre-temps, GoPro est quand même entré au Nasdaq, donc après une certaine... je pense que ça joue énormément là-dessus. Faut que maintenant GoPro sorte de juste l'objet gadget qui va pouvoir servir à tout le monde. Il faut qu'il passe à la gamme au-dessus s'ils veulent vraiment tenir le long terme. Parce que sinon, taille critique. Il faut qu'il atteigne une taille critique parce que là, il peut se faire grignoter par un compétiteur sur le marché. D'ailleurs, à propos de GoPro, et là je reviens dans la sphère grand public, pour être allé à la montagne la semaine dernière, j'ai fait une petite statistique. Allez, on va dire que grosso modo, il y avait un skieur sur 5 à 10 qui avait un casque avec une GoPro sur le casque. Et t'as pas regardé les autres caméras? Ça fait du monde. Si, j'en ai vu d'autres. J'ai quand même vu une grosse majorité de GoPro. Si, j'ai vu des contours, tu sais, qui se mettent sur le côté. J'ai vu. De toute façon, GoPro a l'antériorité pour l'instant d'arriver sur le marché, donc ils ont un peu d'avance sur certaines marques. Toujours. Bon, on va rester dans le monde des caméras à l'occasion de cette semaine du BVE à Londres, et on va parler d'un nouveau modèle de caméra chez Arri. Alors là, pour le coup, Stéphane, tu me dis si je me trompe, on change quand même de calibre. Et de budget. Et de budget. Oui, tout à fait. En fait, Arri a quand même eu, je dirais, un potentiel d'innovation assez fort. C'est déjà, c'est une boîte européenne, une boîte allemande, pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui l'auraient oublié. Ils ont passé la transition de l'argentique, ils avaient que des caméras cinéma, vers du numérique. Le premier modèle était la Arri D21, qui était pas très bien accueilli au début, il y a, je sais pas, aujourd'hui 6 ans, 7 ans, par les professionnels. Et puis l'arrivée d'Alexa a un peu changé la donne. Et ils essaient d'être présents sur tous les marchés, puisque l'Alexa est présent sur le marché du cinéma. Ils ont même une version qui, notamment un dock câble à l'arrière de fibre optique, qui est sur du live très haut de gamme sur des concerts. Et puis là, ils viennent effectivement de signer un lancement de produit qui est assez intéressant, mais qui est logique, qui est l'Alexa Mini. Alors tu nous confirmes, c'est pas le gros modèle, c'est le petit à gauche. C'est petit à gauche, tout à fait, qui est un modèle qui est assez polyvalent, on peut lui mettre différents types d'optiques, des montures EPL, on peut y adapter des systèmes pour y mettre des montures F ou B4, donc pour le cinéma. C'est un modèle qui va permettre aussi de travailler à différentes cadences d'image, jusqu'à 200 images par seconde, donc pour faire des ralentis. Il a un lecteur de cartes. Alors c'est pas la carte SD, il faut des cartes beaucoup plus rapides, donc c'est la carte CFast, et on peut enregistrer dessus en ProRes. Ceux qui connaissent Apple, ils connaissent ProRes, ou un format propriétaire à Arri, qui est le Arri Raw. Ouais. Alors, chacun a son format. On peut le mettre, comme on le voit sur les images, sur des systèmes gyrostabilisés, on pourra le mettre sur des drones, bien sûr. Donc, c'est assez intelligent de la part d'Arri. Il peut enregistrer en ProRes en 4K, HD. Et il peut aussi faire en HD, il peut faire en 4K. C'est aussi
caméra qui est, il y a un partenariat très très fort avec un autre fabricant américain qui s'appelle Codex, qui fait des enregistreurs en fait sur Solid State Logic, sur carte ou sur disque depuis plusieurs années pour le cinéma, et notamment qui permettait d'enregistrer des contenus sans compression. Et donc la Codex, en même temps que la sortie de l'Alexa Mini, vient de sortir un nouvel enregistreur. On peut lui connecter 4 Alexa Mini. Donc en fait, on peut faire de la prise de vue à 60 grâce à ce petit enregistreur. Alors là, on est plutôt sur des applications qui seront institutionnelles, muséographiques, des choses un peu spéciales, mais sans justement, je dirais, pallier à la qualité. On avait parlé dans des émissions précédentes de ces petites caméras action cam qui pouvaient faire aussi du 160. Là, on est quand même dans une classe au-dessus. Ça vaut combien une Alexa? Moi, j'ai vu un chiffre. J'ai vu 25 000 livres. Sur l'Alexa Mini ou sur l'Alexa en général? Eh ben, c'est la bonne question parce que la phrase n'était pas très nette et normalement, j'ai pas eu le temps de voir la confirmation. Non, une Alexa a priori, c'est dans ces tarifs-là. Sur une caméra nue, sans optique bien sûr, on est dans cette gamme de prix. Donc je sais pas, ça va être montré effectivement sur le BVE. Alors c'est aussi intéressant pour rebondir sur le BVE, c'est que pourquoi le BVE s'y prend beaucoup d'importance, c'est que la majorité des sièges européens des boîtes sont à Londres. Donc ça aide aussi. Que ça soit Avid, que ça soit un Canon, que Harry a une grosse représentation aussi, parce que le cinéma anglais n'est pas tant important que ça, c'est surtout toutes les productions étrangères et américaines et hollywoodiennes qui viennent travailler sur Londres, dans les studios, que ce soit à Pinewood ou d'autres, ou Shepperton. Donc il y a une industrie cinématographique et télévision et publicitaire. On fait, je crois, en termes de production, 3 fois plus, voire 4 fois plus de films de pub en Angleterre qu'en France. Donc voilà, cet écosystème fait aussi que ça attire du monde et ça attire des prestataires, des constructeurs, des loueurs. Alors on continue avec les news de la semaine. Semaine sympa parce qu'il se passe pas mal de choses et on sent que les constructeurs sont en train de se placer, de se positionner dans la perspective d'une app qui arrive donc dans 6 semaines. L'un des acteurs qui se fait le plus remarquer depuis maintenant plusieurs années, c'est Atomos, transfuge de Blackmagic Design. Vous connaissez sans doute leurs enregistreurs, dont le fameux Shogun qui a été annoncé au NAB il y a un an et qui est sorti au moment de l'IBC à Amsterdam en septembre. Il y a une mise à jour de l'OS, du logiciel qui fait marcher le Shogun, avec ce que Atomos présente comme une première mondiale, c'est-à-dire le format à vide DNX HR 4K. Est-ce que ça te parle, Stéphane? Ouais, tout à fait. En fait, on avait interviewé le président David, qui s'appelle Luis Fernandez Junior. Ça, j'adore les juniors, c'est très américain. C'est pas le fils de Luis Fernandez du PSG. Non, c'est pas. Rassure-moi, d'accord. Bon. Mais qui est un président qui est, pour suivre David depuis plus de 20 ans, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une personne qui a un peu une vision stratégique, un peu charismatique. Exactement, un peu charismatique. Enfin, c'est un mec, quand tu le vois, tu l'oublies pas. Quand il te serre la main, tu l'oublies pas non plus. T'as une poignée de main, vraiment la businessman américaine. C'est assez intéressant. Et quand on l'avait rencontré c'était sur IBC cette année, et justement, il venait d'annoncer il y a quelques semaines ce qu'ils appellent le DNX. En fait, c'est pas multi-résolution, mais c'est any résolution. En gros, quelle que soit la résolution future, Avid sera capable de la prendre en charge. Il n'y a pas besoin de redévelopper des choses. Et donc le 4K en est une, mais le DNX pourra faire du 8K, du 16K ou quoi que ce soit. Donc c'est assez intéressant et ça remet Avid vraiment sur le marché. C'est vrai que maintenant Adobe qui fonctionne aussi sur du 4K et le Avid avec le DNX, c'est quand même un format qui est
très utilisé. Hein. C'est les deux avec le ProRes qui restent des codecs quand même, qui permettent aujourd'hui de faire de la 4K. On parle souvent de standardisation, de normalisation. Par défaut, le DMX ou le ProRes sont deux standards au moins sur la post-prod et deviennent de plus en plus embarqués sur les caméras ou sur les enregistreurs. Parce que c'est vrai qu'on va pas, pour certains tournages qui ne sont pas des tournages de long métrage, où on n'a pas besoin d'enregistrer en RAW, non compressé, des téraoctets de données, le DNX ou le ProRes pourront suffire. Il n'y a pas de spéciaux ou une super post-production. Alors on va rester un peu dans le même domaine puisqu'on va continuer à parler de stockage un instant avec une marque aussi qu'on suit avec beaucoup d'intérêt. C'est G-Technology, fabricant intégrateur de disques durs et de SSD. Avec les modèles baroudeurs tout-terrain que vous connaissiez peut-être déjà, mais aussi à l'occasion de BVE, plusieurs annonces, plusieurs mises à jour, notamment des systèmes RAID donc qui associent deux ou plusieurs disques durs, soit pour gagner en performance, soit pour assurer une protection des données. Et on pense évidemment à des utilisations intensives comme la vidéo. Alors on va dire un mot quand même de notre petite configuration du jour dans Broadcast Time. Vous l'avez remarqué, Stéphane est en duplex. Alors, on a utilisé un système un peu particulier, Stéphane, pour nous connecter aujourd'hui. Et là, je vais me tourner vers Fabrice qui a mis les mains dans le cambouis. Fabrice, comment est-ce que Stéphane nous a rejoint aujourd'hui? Alors on utilise Skype TX de NewTek, donc le talk show et le fameux qui était annoncé après une attente assez longue puisqu'il y a Microsoft qui a été plus long que prévu pour fournir la version définitive du soft. Les boîtiers ont été livrés les premiers en début du mois et nous avons la chance de pouvoir le tester dans les configurations et voilà. On teste. Et ben voilà. Et on va vous montrer très, très concrètement comment ça s'est passé quand on a reçu le talk show de NewTek il y a quelques jours pour le tester. On l'a enfin sorti du carton. Alors, il faut savoir, hein, le carton, il est énorme. Quand on a su le carton, on s'est dit, mais c'est pas possible, la bestiole va être vraiment magnifique. Elle est un peu plus petite que prévu par rapport au carton, mais ça reste déjà une pièce imposante. Ça reste un rack de côté informatique, on va dire, hein, et on retrouve ce qu'on espérait, hein, la connectique classique, entrée audio et sortie audio, ce qui va nous permettre d'alimenter du Skype audio ou du Skype vidéo. On a une sortie casque qui va être pratique quand même pour la personne qui va devoir gérer la machine, de pouvoir être sûr qu'il a bien son correspondant à l'antenne. On a une sortie Genlock pour pouvoir faire la référence. Une sortie Tolly pour pouvoir également préciser sur les écrans de contrôle qu'on aura le Skype à l'antenne. Entrée et sortie HD SDI. Et une carte mère classique d'informatique. Vous noterez qu'il y a deux slots Ethernet. Il y en a un pour se connecter normalement à Internet. Il va bien falloir se connecter pour faire la connexion de liaison avec le Skype. La deuxième, ça va nous servir quand vous aurez un TriCaster pour pouvoir faire la liaison en IVGA. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de vous connecter en SDI pour avoir l'image seulement du réseau. Deux sorties HDMI et une sortie DVI. Si on a bien compris, on va pouvoir mettre l'écran de contrôle, soit en DVI si vous avez des anciens écrans, soit en HDMI si vous avez des écrans récents. Et ben maintenant, je crois qu'il n'y a plus qu'à, hein, on va l'installer. C'est pas le tout, mais il y a un peu de boulot quand même. Donc voilà la bestiole, hein, elle prend quand même un peu de place hein, dans la régie, enfin faut pas rêver, hein, il va falloir la caser. Ça fait un rack nu, hein, on est d'accord. C'est assez profond, donc les petits racks, ça sera pas suffisant. Il va falloir quand même avoir un rack classique informatique pour le rentrer. On va bien remarquer, hein, c'est bien ventilé hein, maintenant que c'est en fonction, ça ventile à l'avant. Ici, ils ont bien fait une séparation de la façade avant. Toute la façade est décollée. C'est-à-dire que là, c'est ventilé par l'avant. Et j'ai bien de l'air qui passe. C'est ventilé ici à l'arrière également. Attention les gars, hein, si on met notre appareil par-dessus, il va falloir y penser à pas boucher ça. Donc, confirmation, une fois qu'il est allumé, eh ben, j'ai déjà mon retour de correspondant. Alors forcément, je n'ai connecté personne, mais l'image est là. Confirmation de ce qu'on a branché, nous à l'arrière. On a bien fait le tour tout à l'heure. Et là, j'ai donc mon entrée audio et sortie audio pour pouvoir simplement avoir le retour de son, hein, classique. On a branché notre allée
et retour HDSDI. On l'a branché sur le réseau, indispensable, hein, on n'oublie pas, c'est quand même pour faire une connexion sur Internet. Clavier et souris. Sortie HDMI ou DVI, vous avez le choix pour votre tour de paramétrage de votre Skype. Donc là, tout est branché, il n'y a plus qu'à. C'est parti. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est quand Fabrice dit il n'y a plus qu'à, généralement, c'est que ça n'est que le début. Bon, d'abord un mot sur la qualité de la liaison qu'on a là avec Stéphane Fabrice. Alors, apparemment, on a sur une liaison ADSL basique, on n'arrive pas à récupérer le peu de débit, le manque de débit qui pourrait y avoir pour avoir une liaison fluide. C'est-à-dire que Stéphane, il nous paraît un peu moins joli que d'habitude. C'est la liaison. T'es gentil, moi j'aime bien. La résolution qu'on reçoit, c'est quoi? Alors, ça, on peut le savoir, parce que l'avantage du piège, du talk show, c'est qu'on a une visu du utilisateur qui nous permet d'avoir énormément d'infos. Donc on sait dans quel format il arrive, et on sait, alors pas de bol parce que là on a l'écran qui cache le bas de l'image, on peut voir le format. Donc on est du 640 sur 480, et après il va étendre l'image pour faire du 1920 par 1080. Donc déjà on perd. Donc on perd forcément, on fait un peu du zoom, donc forcément on peut déjà, c'est déjà pas mal, on sort du 1980 par 1920 par 1180. L'inconvénient, c'est pour l'instant, moi je suis assez sceptique et un peu déçu, parce que d'abord, parce que ça n'a pas été si simple, c'est pas plug and play, hein, vous prenez pas l'appareil pour le mettre directement en régie, il va falloir, le carton arrive, on est en mode QWERTY, donc c'est un Windows 8.1. Donc déjà c'est un défi ça. Hein. C'est Windows 8.1, quand vous le recevez, que vous n'avez jamais touché à Windows 8.1. Fais-nous coucou Stéphane, pour qu'on voit que c'est ça. Si tu bouges un peu, voilà. Il faut avouer que le Windows 8.1, c'est pas forcément aussi simple qu'on pourrait imaginer. Il faut passer en AZERTY. Certains diront facile. Bon, très bien. Vous rentrez vos codes. Ça, c'est bien foutu. Il y a une première mise à jour à faire. Ça a été une surprise et un peu un défi. On a un peu hésité à la faire. Oui, parce que Microsoft nous a annoncé que la mise à jour risquait d'endommager notre ordinateur. Donc ça fait peur au départ. Mais une fois qu'on l'a faite, ça a fonctionné. Je tiens en tout cas à saluer le support technique derrière des distributeurs français, car ils répondent présents quand on est un peu en panade. 3D Store. Voilà. Et nous avons été en panade parce que à la mise à jour, j'ai perdu l'application du talk show. Donc j'avais un Windows 8.1, mais j'avais plus de talk show. Après voilà, on a énormément de paramètres, et dans l'image que vous avez à droite, vous avez tout ce qui arrive. Vous savez le flux, le débit, l'image. Donc il y a énormément d'informations. Moi pour l'instant, effectivement, c'est pas aussi simple que ça pourrait l'être. Il y a énormément si vous vous trompez d'une fonction, vous n'avez pas l'image comme vous voulez. Vous avez des fonctions pour pouvoir étendre l'image vers le large ou vers le haut, suivant que vous utilisez un iPhone par exemple, un Skype, vous avez l'image verticale si vous avez l'écran vertical et horizontal quand vous tournez, vous savez que ça suit, et là c'est pareil, il faut le savoir que ça peut corriger, donc on va étendre l'image, donc attention aux réglages qu'on va faire, parce que du coup quand on va étendre l'image, les pixels ils vont faire pareil, et on va les étendre. Donc pour l'instant c'est les premières simulations dans lesquelles on est en réel. Et sur la sortie HDMI il nous manque un bout de l'image aussi. Alors voilà, ça c'est aussi la preuve. Il reste 30 secondes pour le dire. 30 secondes c'est simple, vous voyez l'image, il a fallu que je réduise l'image de la fenêtre pour pouvoir voir les bornes. Vous voyez là, on a perdu le logo qui est en haut à gauche, on le voit plus parce qu'il ne rentre pas dans l'image de la sortie HDMI. Alors DVI, pas de problème, donc je vous conseille un écran DVI. Sur l'HDMI, pour l'instant, c'est pas encore ça. Est-ce que les mises à jour vont corriger le problème? Je ne sais pas. Je pense qu'ils vont avoir des remontées parce que c'est pas aussi simple. Et il y a des fonctions dont on nous avait parlé, je n'ai pas vu, comme l'attente pour plusieurs personnes qui avaient l'attente. Voilà, donc là à voir. Si on en est qu'au début, et attention, j'attaque personne, on est sur un soft Microsoft qui est implanté dans des machines, la machine marche très bien. Voilà. Après le soft, il va sûrement y avoir des mises à jour qui vont venir. Voilà. Et on va dire que c'est vraiment une version 1.0. Alors c'est déjà une version 0.8.0 quelque chose, il y a des chiffres, apparemment ce ne sont pas la première version. Non mais bon, elle demande en tout cas à être perfectionnée. Voilà, il nous reste quelques secondes avant de nous quitter, je voulais vous montrer le nouveau bébé d'une marque qu'on aime bien aussi, c'est Edelkrone, avec cette deuxième génération de leur Pocket Skater. Alors c'est tout petit, ça pèse 500 grammes, ça permet de faire des images, des mouvements de caméra, pour peu qu'on ait un support
horizontal hein, et plat, voilà, et lisse, on va dire. C'est hyper ingénieux. Il y a un système de fixation qui vous évite de prendre un pied, donc il se suffit à lui-même. Ça marche évidemment très bien avec un réflexe type 5D. Et voilà, je crois que le Pocket Skater 2 supporte jusqu'à 2,5 kg de poids, donc vous voyez un petit peu la limite. On peut jouer sur le centre de gravité pour avoir un système bien équilibré. Bon, évidemment, ceux qui ont fait cette vidéo savent s'en servir. C'est pas, il vous faudra plusieurs jours d'entraînement, voire plusieurs semaines avant d'arriver à un résultat qui ressemble à quelque chose. Ouais. Mais voilà, c'est un petit accessoire sympa qui coûte un peu plus de 200 € hors taxe. Voilà. Toujours une boîte qui fait des bons produits Edelkrone. Et ça prend pas de place, mais il faut une table Ikea pour le faire marcher. Voilà, c'est ça. Exactement. Bon, Stéphane, salut, merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir joué le cobaye avec Skype TX. Merci à toi. Merci aussi à toi, Fabrice. De rien. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, 20h, 20h30 sur Watch TV pour un nouveau numéro de Broadcast Time. Salut à tous et à la semaine prochaine.